Histoire de Jedi. En partenariat avec Yaniro. Quoi que dise n'importe quel fonds, n'importe quel banquier, n'importe quelles écoles. On adore parler des jeunes, on adore dire qu'on aime les jeunes, parce que c'est sexy, parce que ça fait vendre. Bonjour et bienvenue dans Histoire de Jedi. Je m'appelle Alexiev et je vais à la rencontre d'entrepreneurs qui choisissent, le temps d'une discussion, de retirer leur costume de super-héros pour parler avec leur cœur de Jedi. Là où les super-héros de l'entrepreneuriat sont infaillibles, les Jedi doutent, se trompent et traversent 1000 épreuves avant d'accéder à leur destin de héros. Les coulisses de l'entrepreneuriat, c'est dans Histoire de Jedi. Bonne écoute. Bonjour Sixte. Salut. Je suis ravi de t'avoir ici, là pour cette interview aujourd'hui, pour cette petite discussion. Pour te présenter rapidement, tu es fondateur de Nestor, que je pense que tout le monde connaît parmi nos auditeurs, mais pas pour le présenter, mais peut-être pour présenter la version actuelle, l'instant T de Nestor. Comment est-ce que tu présentes Nestor en termes de ce que vous faites et en termes de la boîte? Combien de temps ça existe? Il y a combien de personnes? Est-ce que vous avez levé ou pas? Parfait. Bah écoute, Nestor, nous on a été lancé il y a 4 ans avec une idée qui était assez simple, qui est de pouvoir faire redécouvrir le bon à toutes les personnes qui l'ont oublié. C'est-à-dire que ça fait des années, des décennies que dans le marché de la restauration, on nous offre des sandwichs, des plats surgelés, des plats réchauffés, des plats qui ont assez peu de goût. On a sacrifié la qualité à nos consommateurs. Et nous, ce qu'on veut leur permettre, c'est de pouvoir redécouvrir ce que c'est le bon en leur livrant tous les jours, à l'heure du déjeuner, un repas complet, entrée, plat, dessert, qu'on aura préparé nous-mêmes dans nos cuisines, exclusivement à partir de produits faits. Très bien. Et du coup, vous êtes combien dans la boîte à l'heure actuelle? Alors aujourd'hui, on est 85 dans l'entreprise. Et dans votre parcours, vous avez levé une première fois? Alors on a levé une première fois assez vite, en avril 2016, à hauteur de 900 000 euros, levé qu'on a assez vite cramé parce qu'on gérait très mal notre boîte au niveau de la rentabilité. Et ensuite on a fait plusieurs tours de table successifs. Nous aujourd'hui on communique pas sur le montant levé, on estime que c'est pas le plus important dans le monde des startups. On préfère plutôt communiquer sur aujourd'hui nos avancées, les ouvertures de cuisine, les ouvertures de villes, les ouvertures de nouveaux typologies de produits, de features pour le client. On pense que ça a beaucoup plus de valeur que simplement le montant qui est levé. Alors, très bien, on a planté le décor. Pourquoi est-ce que je te fais planter le décor de manière aussi procédurale en te disant alors combien vous êtes, depuis combien de temps ça existe, est-ce que vous avez levé, est-ce que vous n'avez pas levé? Parce que, donc on en a un petit peu discuté avant d'appuyer sur le bouton play de cette discussion. Aujourd'hui, tu avais très envie qu'on discute de plusieurs mythes qu'on trouve énormément dans le milieu startup. Alors on va voir si on a le temps d'adresser un peu tout ce que tu as en tête, mais en tout cas on aura sûrement pas mal de choses à faire. Et donc tu voulais parler de deux choses, et je te laisserai plutôt voir comment toi tu les présentes. Tu voulais parler du mythe de la jeunesse, parce que la startup c'est un peu cliché, hein. On est censé être jeune, barbe, basket, à savoir l'intégralité des gens qui sont autour de ce podcast, on ressemble tous les deux à ça. Et il y avait un autre mythe dont tu voulais parler, qui est le mythe de l'hypercroissance versus potentiellement la rentabilité. Alors là, je te prends au dépourvu parce qu'on n'a pas décidé avant dans quel sens on le faisait et duquel on partait. Toi, tu as envie de parler de quoi là, spontanément? Sur quoi tu as envie de lancer la discussion? C'est quoi le mythe que tu as vraiment envie de démonter peut-être pour tous les entrepreneurs et entrepreneuses qui nous écoutent? Je pense que ces 2 points-là sont des points qui sont hyper importants. C'est-à-dire que moi, j'ai lancé ma boîte avec Benoît et Joseph, 2 amis d'enfance, à 21 ans. Et clairement on est tombé dans le panneau sur ces 2 sujets, que ce soit le sujet de la rentabilité et le sujet de la jeunesse. Je pense que le sujet de la rentabilité, le sujet du cash, c'est un sujet qui est hyper tabou en startup. On ne parle pas de rentabilité, on ne parle pas du cash qu'on a actuellement en banque. On préfère parler des montants qui sont levés, alors que c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire que demain, si j'ai plus de cash en banque, simplement, je peux plus payer mes salariés, je peux plus payer ma croissance et je mets la clé sous la porte. Et que je m'appelle startup ou PME, on est logé à la même enseigne. C'est simplement l'argent qui va dicter notre loi. Et nous, si tu veux, il y a quand même un mythe autour de ça, qui est de se dire que le plus important, c'est la croissance et l'hypercroissance, que la rentabilité viendra après, mais après on sait pas trop quand, et qu'il suffit de lever des fonds pour exister, et c'est pas très grave si on a un modèle qui n'est pas rentable ou qui tient pas la route. Et le problème de ça, c'est qu'on a voulu calquer un modèle économique bien particulier, qui a besoin d'effets de réseau très importants sur tous les modèles aujourd'hui startup, alors que tous les modèles startup ne s'appliquent pas à ça. Et nous on est vraiment tombé là-dedans, c'est-à-dire dans ce mythe-là, où on est arrivé dans un écosystème qui est celui de la food delivery, donc qui était un marché en hyper croissance et
qui a totalement explosé ces dernières années. C'est-à-dire que se faire livrer autre chose que des pizzas, des sushis, il y a 4 ans, c'était absurde. Aujourd'hui, on se fait livrer un peu tout et n'importe quoi. Et donc ça a impliqué qu'il y a eu beaucoup d'acteurs qui se sont positionnés, et il y a surtout beaucoup d'argent qui sont arrivés. C'est-à-dire que l'argent coulait à flot, c'était un peu la nouvelle poule aux œufs d'or. Et concrètement, la rentabilité, c'était quelque chose que personne ne regardait. Le plus important, c'était de pouvoir aller vite, très vite, et de faire en sorte d'être le premier. Et donc, peu importe l'argent qu'on cramait. Et donc, nous, on a fait une première levée de fonds à hauteur de 900 000 euros. C'est la seule levée de fonds, d'ailleurs, sur laquelle on a communiqué. On était très contents de communiquer auprès de cette levée de fonds. Elle devait nous permettre de tenir 18 mois, d'ouvrir un certain nombre de villes, de pouvoir structurer l'équipe. Et en fait, il se trouve qu'en 4 mois, on a cramé cette levée de fonds. On a cramé cette levée de fonds simplement parce qu'on regardait pas la rentabilité, qu'on regardait simplement pas le cash qui était en banque. Et c'est assez con, mais cramer 900 000 euros en 4 mois, c'est hyper simple. Et c'est beaucoup plus simple que ce qu'on peut croire, surtout lorsque c'est pas notre priorité et lorsqu'on pense uniquement à la croissance. Et donc on s'est retrouvé au bout de 4 mois, la queue entre les jambes, à retrouver voir nos investisseurs qui avaient mis de l'argent autour de la table et leur dire écoutez, on aura besoin d'une petite rallonge. Ils nous disent bah très bien, combien? On leur dit on aura besoin de la même somme. Et donc t'imagines bien qu'ils ont un peu tiré la tronche. Et c'est là où on s'est rendu compte que au final, on était dans un vrai business de centimes et qu'on était en train d'aller droit dans le mur. Déjà parce que tout autour de nous, il y avait pas mal de boîtes que dans des marchés plus matures, en Angleterre, aux US, qui avaient levé des sommes considérables, 15, 50, 60, 130 millions de dollars, et qui mettaient tous la clé sous la porte. Et en fait, on se rendait vraiment compte qu'on était bien sûr dans un marché tech, mais avant tout dans le marché de la food, le marché de la restauration. Et le marché de la restauration, c'est un putain de marché d'épicier, un marché de centimes, et un business de centimes. Et donc pour ça, le plus important, c'est comment faire en sorte qu'à la fin du mois, je puisse dégager des marges. Parce que si je dégage pas des marges à 500, à 1000, à 2000 ou à 10 000 repas, j'en dégagerai probablement jamais. Et en fait, on a fait ce travail-là, à commencer à regarder où est-ce qu'on pouvait optimiser les coûts. Et ça, c'est en fait, quand tu commences à faire ce travail-là en tant qu'entrepreneur, tu te prends un sacré nombre de baffes et un sacré nombre de claques parce que t'es juste pas préparé à ça. On t'a juste pas préparé à ça. On t'a pas dit qu'à un moment, il allait falloir que tu te tapes à regarder toutes les factures une par une de ce qui s'est passé dans le mois pour te rendre compte que ça fait 18 mois que tu es très content parce que tu as de la croissance, mais ça fait surtout 18 mois que tu gères pas ta boîte. Et on a commencé à faire ça lorsque les investisseurs nous ont dit ok, on te file la rallonge, mais en revanche, t'as 10 mois pour atteindre la rentabilité. Et quand on a commencé à regarder la facture, c'était un désastre. On s'est rendu compte qu'on perdait du fric bêtement. C'est-à-dire qu'on négociait un prix avec un fournisseur et on nous facturait et on payait 30% plus cher. Parce que soit le fournisseur te facturait un prix différent de ce que tu avais négocié, soit il te livrait plus que ce que tu avais commandé, soit au final il te livrait des produits que tu n'avais jamais commandés et que tu acceptais en fait parce que tu regardais même pas. Mais et donc quand tu commences à regarder ça, tu te dis putain merde. 30% quand tu commences à débourser plusieurs centaines de milliers d'euros par mois pour les fournisseurs, ça fait près de 60-70 000 euros que tu perds chaque mois juste parce que tu gères pas tes factures, parce que tu as la flemme de regarder tes factures. Et en fait, tu comprends très vite que les 900 000 euros que tu as cramé en 4 mois, bah, en gérant un peu mieux ta boîte, en gérant un peu mieux tes factures, en regardant un peu plus au jour le jour le cash qui entre et qui sort, bah, tu les aurais peut-être cramés moins vite et surtout tu aurais pu faire beaucoup plus de choses avec et donc tu aurais été beaucoup plus efficace et tu aurais pu avoir une croissance qui aurait été beaucoup plus importante. Et donc ce qu'il faut faire attention, c'est qu'aujourd'hui on a une dichotomie entre l'hypercroissance et rentabilité. On a souvent, soit on dit tu prends le chemin de l'hypercroissance et c'est pas grave, ça excuse ta non-rentabilité, soit on dit que tu vas être rentable mais à ce moment-là tu vas être assez vite catégorisé en tant que PME avec peu de croissance, etc. Alors que dans les faits, il y a un chemin entre les deux qui est possible et dans un certain nombre de business et un certain nombre de marchés, tu dois réussir à trouver ce modèle qui puisse être économiquement viable tout en gardant une hypercroissance. Et ça suppose d'avoir quelque chose qui est de la rigueur extrême. Tu dois être un maniaque du fric qui entre et qui sort. Tu dois regarder tous les chèques, tous les virements qui doivent être faits. Tu dois regarder toutes les factures qui sont faites. Parce qu'en fait, à la fin du mois, lorsque tu es dans un business de volume, c'est beaucoup trop important. Et alors, si tu te reconnectes au Sixt d'il y a 4 ans, celui qui arrive, effectivement, fleur au fusil, avec ses cofondateurs, encore hyper motivé par le mythe, parce que bon, bah, après, la réalité du business, bah, comme tout le monde, tu le découvres quand tu es dedans, ouais. Voire même quand tu es les 2 pieds dedans, jusqu'au cou. Comment c'était ta vision de ce mythe, de te dire de toute façon ce qui est important c'est l'hypercroissance, je me lance en start-up, la version non caricaturale, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui vivent encore dans ce mythe, parce qu'en fait c'est plus qu'un mythe, c'est une culture, la culture start-up qui en fait, et je te rejoins à 100%, je trouve qu'il y a une version un petit peu grossière d'un modèle américain, de un type de boîte qu'on a un peu répliqué en se disant que c'est ça le modèle. Et donc à l'époque, comment tu le voyais ? C'était quoi ta perception, même si tu n'en avais pas forcément conscience ? Honnêtement,
En vrai, on avait, je pense qu'on n'avait pas vraiment de conscience de ce qu'on faisait. On avait juste la conscience de, il faut qu'on fasse plus de repas la veille que le lendemain. C'était uniquement ça notre logique. Ouais, donc croissance pure et dure, quoi. C'était juste la croissance. Et la rentabilité, on ne savait même pas combien on perdait. Je te demande même pas de savoir ce que tu perds au jour le jour. Ce que nous aujourd'hui on fait parce qu'on estime que c'est trop important. Mais au moins savoir ce que tu perds chaque mois. Quand on nous posait la question aujourd'hui, tu perds combien tous les mois? On lui répondit, bah aujourd'hui on a fait tant de croissance. Et en fait, parce que pour nous, ça n'était pas la logique. La levée de fonds c'était justement l'excuse. La levée de fonds devait nous permettre de financer les pertes. Sauf que une levée de fonds ne permet pas de financer les pertes. La levée de fonds, elle permet de financer la croissance, un effet de levier qui te permet d'atteindre la rentabilité et qui te permet ensuite de pouvoir dégrader ta rentabilité le moment où tu es rentable. Mais c'est pas une excuse pour ne pas être rentable. C'est une faute de ne pas être rentable. Parce qu'en fait, que tu sois start-up ou PME ou grosse boîte, si t'es pas rentable, demain tu meurs. C'est aussi simple que ça. Et en fait, ça, il faut qu'on l'ait en tête. Et le problème aujourd'hui dans l'écosystème, c'est que je pense que c'est trop tabou. On ne parle pas de ça. On préfère parler des choses on préfère parler des levées de fonds, on préfère parler de la croissance qui est beaucoup plus sexy en fait à entendre que le fait que tu es dans un business d'épicier. Et un business d'épicier, c'est un business où en effet, tu dois compter les centimes les uns après les autres. Et quand je dis les uns après les autres, c'est vraiment les uns après les autres. C'est-à-dire que nous aujourd'hui chez Nestor, on va tellement loin dans cette logique que dès qu'on dépense ne serait-ce qu'un centime, on se pose deux questions. La première question, c'est est-ce que ce centime-là, il va permettre de pouvoir améliorer l'expérience du client ou est-ce que ce centime-là va permettre de pouvoir améliorer considérablement la croissance de la boîte? Et si la réponse elle est non à ces deux questions, c'est que potentiellement ce centime qu'on voulait dépenser, c'est du luxe, c'est du fast et qu'il n'a pas lieu d'être. Pourquoi? Parce que la logique qu'on essaie d'avoir, c'est de se dire que nous, on vend un entrée plat dessert, livraison offerte à 15 balles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est sur un business où les marges sont hyper faibles. Et donc, pour proposer le meilleur rapport qualité-prix pour notre consommateur, on doit réussir à optimiser tous les coûts. Parce que sinon on fera la même merde que ce qui a existé pendant 20 ans et on balancera soit un truc qui sera beaucoup trop cher, soit un truc qui sera dégueulasse en termes de qualité. Et donc nous, notre logique, elle est très simple, elle est de se dire que l'argent et les centimes qu'on va gagner, on préfère qu'elles soient dans la poche du client plutôt que dans la poche de notre fournisseur ou plutôt que dans la poche ou plutôt que dans notre poche nous-mêmes, si tu veux. Et donc pour ça, ça demande d'avoir une culture qui est à l'opposé de la culture actuelle de start-up qui est plutôt de flamber le plus d'argent pour, si tu veux, avoir l'air pour attirer des talents. Le problème, c'est que tu peux attirer des talents sans forcément être flambeur. Tu peux attirer des talents et tu peux avoir une hyper-croissance sans être flambeur. Et tu as des business où tu as des marges qui sont très faibles, où tu as besoin justement de ne pas être flambeur. Et là, on retombe sur un effet qui est un peu l'effet feed Facebook, où en fait, quand tu regardes ton Facebook, tu as l'impression que tous tes potes sont en vacances, ont des augmentations, ou réussissent des trucs de fou. Et il y a une phrase qui résume très bien ça, c'est faites jamais l'erreur de comparer votre intérieur avec l'extérieur des autres, parce que ça veut rien dire. Et comme tu le dis, et tu as tout à fait raison, évidemment que la croissance, ça fait rêver, parce que la croissance, c'est ce qui te permet de dire on a ouvert une nouvelle ville, on a ouvert un nouveau pays, on a tant de repas livrés, on a des métriques, la vanity metrics, qui par ailleurs est très utile, parce que ça veut dire que tu apportes des choses et que tu crées de la valeur, très bien. Mais effectivement, ce qu'il y a derrière, le resserrage de boulons, les 50 KPI que tu surveilles chaque jour pour voir un petit peu ce qui se passe, ça fait peut-être moins rêver au sens médiatique du terme. C'est-à-dire, ça fait pas la une de Madines et peut-être que c'est pas dans ce niveau de détail que tu vas rentrer auprès de certains investisseurs, encore que ça dépend un peu les profils des partenaires que tu as en face de toi. Mais tu as raison, il y a une question d'image et donc du mythe startup à la française où peut-être que avant qu'on rentre dans des papiers sur la rentabilité, sur comment est-ce que tu serres les boulons de ta startup, comment est-ce que tu brûles pas du cash à tout va, on n'est pas encore arrivé là, quoi. Mais et ça, je pense que c'est assez intéressant, et j'en profite pour faire un petit pont sur le deuxième mythe. C'est aussi très lié au mythe de la jeunesse, parce que là, si je force le trait 20 fois exprès pour t'énerver 2 minutes, il y a un peu le côté de dire waouh, je lance ma boîte, j'ai 21 ans, 6 mois après, je fais tomber presque 1 million dans le compte en banque, qu'est-ce qui se passe? Le monde est à moi. Et toi, effectivement, tu voulais qu'on en parle aujourd'hui, tout ce qu'il y a autour de la jeunesse dans la startup, c'est quelque chose sur lequel toi, tu penses qu'il y a des choses à abattre, quoi. C'est pas si simple que ça. En effet, je pense que en fait, il y a deux choses. Déjà, la première, c'est clairement quand tu es jeune, tu pars avec un handicap. Ça, c'est sûr, il faut le savoir. De même que les femmes entrepreneurs partent avec un handicap, un jeune entrepreneur part avec un handicap. Quoi que disent n'importe quel fonds, n'importe quel banquier, n'importe quelle école. On adore parler des jeunes, on adore dire qu'on aime les jeunes.
parce que c'est sexy, parce que ça fait vendre, parce que c'est politiquement correct et c'est dans l'air du temps, mais on ne fait pas confiance à un jeune. On fait confiance à quelqu'un qui a de l'expérience, à quelqu'un qui a un CV à rallonge, à quelqu'un qui peut nous prouver justement que l'argent qu'on va mettre dans sa boîte, que ce qu'il va dire, que les équipes qu'il va pouvoir recruter, il va être capable de bien le faire parce qu'il a réussi à le prouver dans le passé. Et ça, c'est un point qui est assez important parce qu'il y a encore une fois une énorme différence entre ce qui est dit dans les médias, ce qui est dit par les écoles, et ce qui est dit quand tu te retrouves en phase 2. Et quand tu te retrouves à faire du business aujourd'hui avec ton banquier et que tu lui expliques que tu as 21 ans, que tu lances ta boîte et qu'il te demande si tu es sérieux. C'est-à-dire qu'il te demande sérieusement en fait si tu veux lancer ta boîte ou si tu es un énième étudiant qui va lancer un projet étudiant et qui le fait simplement pour le kiff, tu vois. Mais en gros, il y a le problème qu'il y a aujourd'hui et honnêtement, les choses doivent vraiment changer là-dessus, c'est que on sous-estime les jeunes et qu'on met très vite les jeunes dans la catégorie des branleurs flambeurs. Parce que justement, on les monte comme ça et on communique comme ça, on communique sur eux comme ça. Le problème, c'est que aujourd'hui, tu peux être jeune, avoir de l'ambition et pas simplement faire un projet étudiant, mais lancer une vraie boîte. Et tu peux être jeune et maîtriser ta boîte et gérer ta boîte. C'est pas interdit non plus, tu vois. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est quand tu lances ta boîte à 21 ans, alors oui, tu as des médias qui vont t'adorer, mais en revanche, niveau business, la légitimité que tu vas devoir réussir à récupérer, ça va être uniquement par le résultat, ça va être uniquement par l'exécution. Parce que tu ne pourras pas avoir une légitimité par ton CV, tu ne pourras pas avoir une légitimité par ton école, parce qu'aujourd'hui, les écoles n'apportent pas de légitimité, et heureusement. Et donc, tu dois en avoir une par l'exécution. Et au final, je pense qu'il faut le voir comme une vraie opportunité. C'est-à-dire que tu as tout à prouver. Les gens aujourd'hui, quand tu te retrouves face à un banquier, quand tu te retrouves face à un investisseur, et que tu lui montres que tu es jeune, il part du principe que tu vas rater, que tu vas planter ta boîte. Et donc, tu as tout à lui démontrer et tu as tout à faire pour lui démontrer l'inverse. Et c'est ce qui explique d'ailleurs aujourd'hui que tous les jeunes qui se lancent, il y a potentiellement beaucoup plus de casse que des personnes qui ont de l'expérience, parce que les personnes qui ont de l'expérience savent exactement comment mieux gérer une boîte, justement, niveau rentabilité, niveau de l'équipe. Mais je pense qu'ils ont moins d'envie. Et ils ont surtout beaucoup moins d'ambition. C'est-à-dire qu'un jeune, pour pouvoir réussir, est obligé de pouvoir placer son ambition beaucoup plus haut et de prendre des risques qui vont être beaucoup plus importants. Et donc, par définition, plus tu prends de risques, plus tu as une chance de casse qui va être grande, mais plus les gains à la fin peuvent être élevés. Et c'est ce qui explique aujourd'hui que tu as beaucoup plus de jeunes qui réussissent très bien, mais tu en as beaucoup qui ratent, que des entrepreneurs qui vont être plus expérimentés. Tu en as beaucoup qui vont réussir, mais avec des degrés qui vont être un peu plus faibles. Et donc je pense que ce qu'il faut réussir à faire, c'est déjà c'est vraiment faire confiance aux jeunes et trouver une manière que ce ne soit pas simplement dans les paroles, mais aussi dans les actes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les écoles, je pense qu'elles ont beaucoup à évoluer dans la manière dont elles traitent les entrepreneurs et dont elles travaillent avec les entrepreneurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les écoles ont des incubateurs, toutes les écoles ont des filières entrepreneurs, ont des cours d'entrepreneuriat, parce qu'encore une fois, c'est dans l'air du temps. C'est une école qui ne propose pas ça, c'est une école qui n'est pas sexy aux yeux d'un étudiant. Le problème, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter à là. Parce que si on s'arrête à là, ça ne sert à rien. Et nous, on a eu cette expérience-là, où quand on a lancé notre boîte et qu'on était étudiant, ça a été hyper compliqué de pouvoir arriver à la fin de nos études. Et ça, c'est pas normal en fait. C'est pas normal qu'on doive sans cesse montrer que notre projet a autant de sens qu'un stage qui soit fait dans une boîte de conseil ou autre. Et encore une fois, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est formaté. Et on nous formate dès qu'on entre en école sur un chemin qui est toujours le même, qui est de se dire tu dois arriver à la fin de tes études. Ensuite, à la fin, tu vas travailler pendant 3 à 4 ans. Si tu peux travailler en banque d'affaires, si tu peux travailler dans du conseil, fais-le, ça t'apportera de l'expérience. Et après, peut-être, tu lanceras ta boîte quand tu auras eu 3 ou 4 ans d'expérience. Le problème, c'est qu'en fait, à la fin, quand tu as eu 3 ou 4 ans d'expérience, tu as rarement envie de quitter ton confort pour lancer ta boîte. Alors que quand tu es encore étudiant et que tu es encore en cours, tu as tout intérêt à le faire, tu n'as rien à perdre. Et donc, il faut justement privilégier ces personnes-là et ces étudiants qui ont envie de se lancer et qui ne sont pas formatés, qui ont moins de problématiques familiales, financières, que s'ils ont 35 ans, avec 3 gosses, avec un confort qu'ils ont acquis pendant plusieurs années, qui va être compliqué à toucher. Et il faut justement les accompagner, ces jeunes-là. Et de plus en plus, les jeunes veulent se lancer sans attendre la fin des études. Et les écoles doivent évoluer. C'est-à-dire que si les écoles n'évoluent pas et qu'elles restent sur le même format, qui est de dire qu'on doit lancer sa boîte après avoir fini ses études et après avoir fait 3 ans de CDI, la seule chose qui va se passer, c'est que les entrepreneurs arrêteront de finir leur cours. Et ça commence déjà. Et donc, si les écoles veulent simplement avoir des entrepreneurs qui soient diplômés, il faut qu'elles arrivent à trouver un moyen de pouvoir les accompagner plus intelligemment que simplement en communiquant auprès d'eux.
Mais ce qui est vrai, c'est dans ce que tu dis qu'on observe très bien dans les deux cas, c'est qu'il y a un delta énorme entre le vernis entrepreneur qui fait rêver, avec tout son lot de mythes, de fantasmes qu'on met derrière, genre ah ouais, ils sont jeunes et c'est même mieux qu'ils soient jeunes, et en fait ça leur ouvre toutes les portes, et de toute façon ils bossent sur une techno bizarre, on n'a pas bien compris à quoi ça sert. Et la réalité, et je te rejoins parce que de toute façon on le voit tous les jours, c'est que ceux qui arrivent et celles qui arrivent, tu as raison de souligner aussi que les femmes entrepreneurs partent avec encore plus de plomb sur les ailes, eh ben, ils sont obligés de tout réussir à mort. Parce qu'il y a des choses, ça m'a fait penser ce que tu dis quand tu dis, bah voilà, tes profs disent, ouais, vas-y, fonce, c'est super, bon, bah alors du coup, je vais monter ma boîte plutôt que de faire un stage. Attends, tu pourrais pas partir chez McKinsey parce que c'est quand même beaucoup mieux. Ouais. Tout est un peu comme ça, et il y a beaucoup de choses qui sont tabous, dont on parle pas, qui sont des choses bateaux. De type, en France, à tous les niveaux, quand tu veux, par exemple, construire quelque chose, acheter, on te regarde à l'aune du CDI. Tu dois avoir un CDI. Attends, tu as monté ta boîte, il me faudrait 3 bilans qui montrent rentabilité successive, sinon tu es considéré comme profil à risque, etc. etc. Et je pense que c'est un message qui est très intéressant pour tous ceux qui sont pas directement dans le milieu de l'entrepreneuriat et qui fantasment un peu dessus, genre la vie serait plus simple en start-up, je glande toute la journée, je fais du baby-foot, et puis on peut aller en basket plutôt qu'en costard-cravate à la défense. Ouais, mais bon. Et aussi, tu as raison, pour tous les entrepreneurs qui sont au tout début de cette expérience en se disant je pars avec le bon CV parce que j'ai moins de 30 ans, barbe basket et tout ça. Exactement, on a l'impression qu'on rentre dans le cliché de l'entrepreneur, alors qu'au final, c'est pas forcément ça qui va nous aider. Mais d'ailleurs, je pense qu'il y a des petits trucs comme ça qui sont très simples à dire. Tu donnais l'exemple de tu veux louer tu veux louer un appartement ou un studio ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'est vrai que quand tu loues un appartement, on te demande ton contrat de CDI. Quand on sait que tu es entrepreneur, on te demande le cabis de ta boîte et on te demande le bilan de ta boîte. Moi, c'est quand même ce qu'on m'a demandé lorsque j'ai voulu louer un appart. C'est quand même fou, tu vois. Et donc, le seul moyen de pouvoir réussir à sortir de ça, c'est juste de plus utiliser le mot startup. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu loues un appart, tu dis pas que t'es un start-upper et que t'es un entrepreneur. Tu dis que t'es le patron d'une entreprise en hypercroissance. Et tout de suite, les gens te regardent beaucoup mieux, tu vois. Et c'est con, mais c'est juste des mots parfois qu'il faut utiliser et qui changent la donne. De même qu'avec des fournisseurs, aujourd'hui, on n'utilise plus le mot start-up. Parce qu'aujourd'hui, un fournisseur, quand tu lui parles et que tu lui dis start-up, il va te regarder, il va y avoir un espèce de grande lumière rouge qui va clignoter, qui va dire oula, attention, profil à risque, il va pas me payer dans 2 mois. Et donc tu lui dis écoute, on est une entreprise en hypercroissance, et tout de suite ça passe beaucoup mieux. Mais c'est quand même dingue qu'on en soit à utiliser des éléments de langage pour réussir à faire passer le même message en fait. Tout en ayant en plus un message à l'échelle du pays qui est on est là pour aider les entrepreneurs, la Startup Nation, etc. Bon. Alors tu as mis des bons coups de pied dans la fourmilière sur ces mythes-là, et je pense qu'on pourrait continuer encore longtemps, mais on va pas tarder à arriver à la fin de cette discussion. En tout cas, du haut donc là, des 4 années de vie de Nestor et de toutes ces expériences-là, tu as pu mesurer très très fort le fossé entre la représentation, le mythe et la vie de tous les jours, où finalement en fait, tu es en train de te battre avec des fournisseurs pour avoir le bon prix et maintenir les centimes là où ils sont. Mais c'est ça qui est génial. Enfin, c'est super, clairement. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est ce qui nous fait vibrer, nous, en tant qu'entrepreneur. Ce qui nous fait vibrer, c'est pas le fait de lever des fonds, c'est pas le fait de dire, ouais, j'ai X employés ou autre. C'est tout ce qu'on vit au jour le jour. Avec les fournisseurs, c'est toute la courbe d'apprentissage qu'on a d'un point de vue perso. C'est-à-dire que nous, on a eu des offres de rachat plusieurs fois dans notre vie, depuis les 4 ans, et à chaque fois, peut-être que d'ailleurs on le regrettera plus tard. Bon, ça c'est une autre question, mais mais surtout en fait, à chaque fois qu'on s'est posé autour de la table et on dit qu'est-ce qu'on fait, on a toujours eu la même réponse avec Benoît et Joseph, qui était de dire ok, on refuse ces offres-là parce qu'on a tellement à apprendre, et on apprend tellement aujourd'hui avec Nestor et avec la boîte d'un point de vue personnel, et on est tellement loin d'avoir appris tout ce qu'on a, qu'on n'a aucun intérêt à vendre. On n'a aucun intérêt demain à s'adosser à un industriel, à une autre entreprise, ou à totalement arrêter le projet. Parce qu'aujourd'hui, on a lancé une boîte, on estime qu'on a eu de la chance. Il y en a qui parlent de flair légendaire de l'entrepreneur qui a lancé la boîte au bon moment, au bon endroit. Moi, je parle plutôt de chance parce que, de fait, je pense pas avoir eu du flair. Je pense qu'on a eu de la chance. On est arrivé à un moment où le marché s'y prêtait. Probablement que 2 ou 3 ans après ou avant, ça aurait pas été la même histoire. Mais concrètement, demain, on n'est pas sûr d'avoir la même chance si on lançait une même boîte. Et donc, tant qu'on est sur cette boîte-là, on se donne à fond et on fait en sorte de pouvoir en tirer le maximum là-dessus. Et c'est vraiment nous notre leitmotiv.
Donc on arrive à la dernière question que je vais prendre bien le temps d'énoncer, histoire que tu aies le temps de réfléchir à la réponse, parce que c'est la question qui gratte le cerveau. Donc ceux qui nous écoutent savent très bien qu'on aime beaucoup comparer les entrepreneurs à des Jedi pour tout ce qu'ils construisent et tout ce qu'ils vivent, notamment les différentes turbulences, parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille quand on est entrepreneur, on n'est pas des super-héros. Et comme tous les Jedi, Sith ne le sait pas encore ou le sait déjà, mais a une part sombre. Et s'il allait regarder dans sa grotte de Jedi, c'est absolument certain qu'il y trouverait quelque chose auquel il devrait se confronter. Alors qu'est-ce qu'il y a quelle est ta part sombre que tu peux voir si tu vas regarder très personnellement dans ta grotte de Jedi ? Je pense que... Tu veux que je te donne un personnage ou tu veux que je te donne un adjectif, Fais un comme mot? tu sens. Voilà, mets-toi en position, tu pars dans la grotte, Ouais. t'as enlevé ta capuche de Jedi. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu vois ? Tu vois une scène, tu vois une personne, tu vois un texte, Je pense que la part sombre que... la part sombre que moi je vois, c'est plus un adjectif, c'est un mot, c'est la paranoïa. C'est-à-dire que en fait, quand tu lances une boîte et que tu commences à rentrer dans le système de je dois maîtriser tous les coups qui entrent et qui sortent, et que tu es dans une boîte de flux où tu veux maîtriser tout ce qui se passe, tu dois être totalement paranoïaque. Tu dois penser à toutes les merdes qui peuvent t'arriver demain, parce qu'en fait, si tu n'y penses pas, concrètement, tu risques de mettre la clé sous la porte ou tu risques de faire de la merde. Et donc ça, parfois, ça peut être un peu pesant, tu vois. Quand tu te retrouves assez vite, nous, nos salariés, quand on discute, je leur parle toujours de trucs, mais qui ont l'air totalement what the fuck, mais je leur dis, attends, mais qu'est-ce qui se passe si on fait ça ? Parce que si on fait ça, en fait, on perd du fric, ou si on fait ça, on va perdre de l'argent. Là, il peut y avoir du vol, là, il peut y avoir quelque chose qui peut être perdu, qui peut être cassé, qui peut être endommagé, etc., etc. Mais parce que on ne veut tellement pas perdre justement ce centime-là et qu'on veut tellement qu'il soit bien investi qu'on pense à tout, et ça honnêtement parfois ça frise à la paranoïa. Donc l'équilibre entre la saine paranoïa qui te permet de garder la boutique et la folie paranoïaque qui pourrait te précipiter dans le précipice. Ouais, exactement, sinon après tu vis plus. Bon, merci beaucoup pour ça. Où est-ce qu'on envoie des personnes qui nous écoutent, qui ont peut-être envie d'entamer la discussion avec toi, alors bon, à hauteur de ce que tu peux donner comme temps, ou bien qui sont intéressés par suivre soit tes aventures, soit celles de Nestor? C'est quoi le moyen de communication le plus adapté pour toi? Pour les personnes qui m'écoutent, qui écoutent. Déjà, c'est simplement par mail sur LinkedIn, par le chat. Enfin voilà, tous les moyens sont bons pour me contacter. Mon mail six@nestorparis.com. Parfois, je ne réponds pas. J'ai beaucoup de mails, mais je fais en sorte d'y répondre. Donc voilà. Et sinon, sur le chat, vous me faites un petit coucou. J'essaie d'y répondre aussi. On n'y manquera pas. Merci. Merci.